Bonjour, je m'appelle Stéphane Pinault. Je suis coordonnateur politique intervention de développement de la communauté métropolitaine de Montréal. Je suis accompagné ce matin par mes collègues, Rémi Lemieux, qui est chef d'équipe du bureau de projet sur la trame verte et bleue. Bonjour Rémi. Bonjour. Par Christine Boyer, qui est biologiste au bureau de projet sur la trame verte et bleue. Bonjour Christine. Bonjour Stéphane. Est-ce que Christine est là? Oui, je suis là. Bonjour Christine. Et Jim Routier, qui est ingénieur forestier au service de l'environnement de la communauté métropolitaine de Montréal. Bonjour Jim. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Donc, il y a un petit délai parce que parfois les gens sont en sourdine. Il se peut aussi qu'il y ait un délai là, entre le moment où on parle d'un sujet et le moment où vous voyez l'acétate, parce que dans les tests, là, il y avait parfois un délai de 4 ou 5 secondes, alors inquiétez-vous pas. Un peu comme si on était par satellite, mais ce n'est pas parce qu'on est trop lent. Alors, on est autour actuellement d'une centaine de personnes. Essentiellement, je comprends que c'est des gens qui représentent les municipalités de la communauté, aussi quelques personnes qui proviennent d'associations environnementales, d'organismes environnementaux. Et je crois qu'on avait aussi des représentants de ministères. Donc, ça nous fait très plaisir aujourd'hui de vous présenter cette séance d'information sur le programme Trame verte et bleue de la phase 2, un programme qui était grandement attendu, en tout cas par nous, et je pense, et j'ai cru comprendre, par plusieurs municipalités de la région. On a une présentation aujourd'hui qui devrait durer entre 30 et 40 minutes. Là, on n'a pas fait un minutage fin. Et donc, où on va vous présenter, je vais vous faire une introduction générale sur la trame verte et bleue. Rémi va poursuivre avec une présentation sur le programme en tant que tel. Par la suite, il y aura une présentation de Jim sur l'indice canopée métropolitain. Et il y aura Christine qui vous présentera le répertoire métropolitain des initiatives municipales de conservation. Vous avez en bas, je crois, tout le monde, de votre écran, un Q&A dans lequel vous allez pouvoir poser les questions. Nous allons, à la fin de la présentation de la séance d'information, nous allons tenter de répondre aux questions, je dirais, les plus représentatives. Fort probablement, étant donné le nombre de personnes qu'il y a en ligne, on ne sera pas en mesure de répondre à toutes les questions. Alors, on va vous inviter, plus tard, on va vous donner les coordonnées, l'adresse courriel du bureau sur la trame verte et bleue. Et on va également vous donner le numéro de téléphone où vous allez pouvoir nous joindre. Alors, on vous invite évidemment à nous joindre, à ne pas hésiter s'il y a des questions auxquelles vous souhaiteriez qu'on vous réponde plus rapidement. Alors, ça compléterait ma petite introduction. Avant de débuter l'introduction générale sur la trame verte et bleue, on avait la présidente de la communauté qui tenait à vous dire un mot ce matin. On avait une petite vidéo. Je ne sais pas si on va la... Il y avait encore là, il y avait un décalage tout à l'heure quand on l'a fait jouer. Mais alors, portez attention à ce qu'elle dit et non aux images. Ça se peut qu'il y ait vraiment un décalage. C'est un peu agaçant, mais ce n'est pas très long. Alors, on tenait à vous la présenter quand même. Alors, je crois que, comme on dit, on peut peut-être sur le piton. Bonjour à tous et à toutes. À titre de présidente de la communauté métropolitaine de Montréal, j'ai une très bonne nouvelle pour le Grand Montréal et c'est celle de l'investissement massif dans la trame verte et bleue. C'est donc 150 millions de dollars qui vont être déployés dans ce grand réseau qui permet d'encourager le transport actif, de pouvoir valoriser notre patrimoine matériel et immatériel, à également pouvoir être plus résilient face au changement climatique. J'invite donc toutes les municipalités de la grande région métropolitaine à se familiariser avec le programme et à appliquer pour des projets qui vont faire profiter non seulement leurs citoyens et citoyennes, mais également les visiteurs et les générations futures de la grande région métropolitaine de Montréal. Bon, alors finalement, ça a bien été. Il n'y a pas eu de décalage. On va espérer que ça va être la même chose pour le reste de la présentation. Donc, je vais amorcer dès maintenant avec une petite introduction sur le programme sur la trame verte et bleue.
Donc, le programme sur la trame verte et bleue, c'est dans le fond la contribution de la communauté pour atteindre l'objectif de protéger 17% du territoire du Grand Montréal, qui est un des grands objectifs du plan métropolitain d'aménagement et de développement. Alors évidemment, on ne pourra pas, on est actuellement dans la région à autour de 10% de protection. On n'a pas la prétention de croire qu'avec le seul programme, on va être en mesure d'atteindre le 17, mais c'est à tout le moins une façon de contribuer à l'atteinte de cet objectif-là. Donc, c'est dans ce cadre-là, et à la suite de l'adoption du PMAD en 2011, que le programme, une première phase du programme a été adoptée. Et on arrive maintenant avec la deuxième phase. Donc, les objectifs, je vais passer la prochaine acétate qui va apparaître dans quelques secondes. On va parler des objectifs. Donc, les objectifs de ce programme-là, écoutez, c'est très simple. On veut protéger les milieux naturels, on veut les mettre en valeur, on veut donner accès à la population à ces milieux naturels-là, et on veut aussi les relier entre eux pour essayer de proposer des couloirs de biodiversité, puis permettre à la population de se déplacer dans ces milieux-là. On a dans la région de Montréal plusieurs des bois, des milieux humides qui sont d'une belle valeur, qui sont intéressants, et souvent qui sont à côté des lieux de résidence des gens, mais c'est des milieux auxquels les gens n'ont pas accès. Alors, de plus en plus, ce qu'on veut essayer de faire, c'est de donner accès à ces milieux-là aux gens, les mettre en valeur avec les projets que vous réalisez dans chacune de vos municipalités. Alors ici, on va, dans les prochaines acétates, regarder chacun des volets du programme. Alors, ce qu'on fait, c'est que je prends les volets qui étaient déjà existants dans le programme de la TVB pour la phase 1. Il y a de ces mêmes volets-là qui se retrouvent dans le programme, dans la phase 2 du programme TVB. Et puis, je vais vous parler aussi des nouveaux volets, donc, qui eux, s'ajoutent dans la phase 2 du programme. Donc, il y a le volet acquisition de milieux naturels et mise en valeur. Alors, c'est un volet qui a connu beaucoup de succès dans la première phase de la TVB. Il y a toujours des projets qui sont en cours. Il y a des projets qui sont complétés. Je vous ai mis ici quelques exemples qui ont été réalisés avec les municipalités, qui sont des projets, à notre sens, qui donnent un très bon exemple de ce qui peut être réalisé, ce qui pourrait être réalisé, la nature des projets qui pourraient être faits dans la phase 2. Donc, on a par exemple le projet d'acquisition de l'île aux Foins à Carignan, qui est une acquisition qui a été faite avec la contribution du programme sur la TVB. On a le récréoparc à Sainte-Catherine, où il y a eu le bâtiment d'accueil, un camping et des sentiers qui ont été réalisés. C'est un projet qui est important parce qu'il est situé à la limite sud, là, je ne sais pas si c'est le véritable sud géographique, mais en tout cas du côté sud de la digue de la voie maritime. Et c'est un peu la tête de pont de ce qu'on veut réaliser, qui deviendra la promenade fluviale du Grand Montréal, qui longera toute la digue jusqu'à Saint-Lambert, où on veut réaliser, premièrement, on veut rénover le sentier qui est déjà existant, le sentier cyclable, mais on veut aussi réaliser un sentier en rive, faire des placettes. Donc, c'est un projet sur lequel on travaille et qui avance actuellement, qui va être complété dans la phase 2. Un autre exemple de projet qui a été réalisé, qui est absolument magnifique, le pavillon d'accueil du parc de la rivière des Mille-Îles à Laval. Donc, ça, c'est le volet acquisition, mise en valeur. Maintenant, l'autre volet qui se rajoute, en fait, qui n'existait pas en tant que tel dans la phase 1, mais qu'on a néanmoins eu l'occasion d'amorcer et qu'on veut renforcer dans la phase 2, c'est celui de la mise en place de parcs métropolitains. Donc, un parc métropolitain, c'est un parc qui se réalise toujours en collaboration avec une ou des municipalités. Un premier exemple, c'est celui du parc métropolitain du domaine seigneurial à Mascouche, où la communauté a acquis la forêt domaniale, qui est une forêt de 211 hectares, située sur le territoire de la ville de Mascouche, une très belle forêt, donc, et qui devient un peu le cœur de ce parc-là métropolitain du domaine seigneurial. Et ça s'inscrit dans le grand ensemble de la forêt, du corridor forestier du Grand Coteau. Donc, ça, c'est un exemple de projet qui est également favorisé, donc des projets qui ont un rayonnement métropolitain ou en tout cas supralocal. Donc, volet important dans le programme. L'autre volet, c'est évidemment celui de la réalisation de sentiers cyclables. Alors, les sentiers cyclables qui sont réalisés dans le programme doivent s'inscrire dans le plan du réseau vélo métropolitain qui a été adopté par la communauté. Donc, un exemple de projet qui a été réalisé dans ce cadre-là, c'est celui du sentier cyclable
de la Seigneurie des Plaines, qui vient d'être inaugurée il y a quelques jours, qui relie les municipalités de Sainte-Anne-des-Plaines, Blainville et Terrebonne. C'est un lien cyclable de 21 km qui traverse des bois, des milieux humides. C'est absolument magnifique. Je vous invite à aller le rouler. C'est un très, très beau projet et un exemple de la façon dont on peut justement donner accès à des milieux naturels, des bois qui étaient finalement pas si accessibles que ça. Donc, on en a pour quelques kilomètres à réaliser dans le plan du réseau vélo métropolitain. Donc, on veut poursuivre ce travail-là. Donc, c'est dans la phase 1 que de la trame verte et bleue, dans le fond, des exemples de projets qui ont été réalisés. On en a réalisé pour un total de plus de 200 millions de dollars de projets, alors qu'il y avait des aides financières de 100 millions qui étaient offertes aux municipalités par la CMM et par le gouvernement du Québec. Donc, on espère que dans la phase 2, de la TVB, on connaisse un aussi grand succès. Avant de compléter la partie de ma présentation, je veux vous parler de deux nouveaux volets qui s'ajoutent. Je vais en parler brièvement. Rémi va en parler encore un peu plus dans sa partie à lui. Le volet du reboisement et de la renaturalisation de terrains de propriété publique. Donc, c'est un volet qui se rajoute dans la phase 2 du programme TVB. Donc, des initiatives, des projets de reboisement, renaturalisation vont être admissibles à un financement de la communauté. Donc, on pourra répondre à vos questions si vous en avez là-dessus. Et l'autre volet qui se rajoute, c'est le volet des navettes fluviales. Donc, les navettes fluviales sont une autre façon de favoriser ce qu'on appelait l'expérience bleue, entre guillemets. C'est donc un volet intéressant. Dans le programme, ce qui sera admissible au financement, ce seront essentiellement les infrastructures, donc quais et autres, pour permettre aux bateaux d'accoster. Ce sera essentiellement ce qui sera admissible au financement dans ce volet-là. Donc, grosso modo, ce sont les différents volets de la TVB. C'est le bilan de la TVB 1 aussi que je vous ai fait. C'est un programme, la TVB, qui nous permet, je vous le disais, de mettre en place la vision qu'on a élaborée dans le PMAD, mais le PMAD n'a pas non plus inventé tout ça. Ça existait déjà, c'était la vision des projets Archipel, le Grand Montréal Bleu, le Croissant de l'Est. Alors, ce sont toutes ces visions-là qui ont existé, qui ont été élaborées, ces projets-là qui sont apparus dans les années 80, 90, 2000. C'est finalement cette vision-là qu'on essaie de mettre en place, en œuvre, avec votre collaboration. C'est pour ça qu'on pense que c'est un programme qui est tout à fait intéressant et qui devrait beaucoup vous intéresser. Alors, on va vous présenter maintenant, Rémi va vous présenter le programme d'aide, donc les éléments plus spécifiques du programme. J'espère que vous aurez beaucoup de questions et surtout beaucoup de projets à nous présenter au cours des prochaines semaines. Alors, je vais céder la parole à mon collègue Rémi, qui est chef du bureau de projet sur la trame verte et bleue, pour qu'il vous entretienne plus en détail sur les différentes modalités du programme. Alors, Rémi. Merci Stéphane. Bonjour à tous. On est content de vous voir en si grand nombre. On a hâte de connaître un peu sur quoi vous travaillez, c'est quoi vos projets. Donc, premièrement, les organismes admissibles. On parle des organismes municipaux. Par là, on entend les villes, les MRC, les sociétés paramunicipales ou intermunicipales. Donc, ça peut être, par exemple, on pense à la Société du Parc Jean-Drapeau à Montréal, la Société Rive et Parc de Longueuil. Finalement, les organismes à but non lucratif, c'est des organismes qui agissent pour une municipalité, donc pour le compte d'une municipalité, qui sont mandatés par une municipalité ou un organisme municipal, plus largement. On pense, par exemple, à Nature Action Québec, Conservation de la Nature Canada, Canard Limité. On a déjà fait des projets avec ces organismes-là. Bien entendu, dans les trois cas, le territoire visé doit être inclus dans celui de la communauté. Pour ce qui est des différents projets admissibles, Stéphane en a parlé rapidement plus tôt, mais je vais les décrire. En fait, développement de parcs métropolitains, on inclut là-dedans les parcs agricoles,
l'acquisition de milieux naturels à des fins de conservation, la mise en valeur de milieux naturels pour leur accessibilité, la récréation extensive, la restauration de la connectivité naturelle, les activités de reboisement, la renaturalisation d'espaces vacants ou sous-utilisés, comme une carrière sablière, une ancienne carrière sablière, pardon, les emprises publiques, par exemple, la consolidation et la mise en place d'un réseau de navettes fluviales à des fins récréotouristiques, et finalement l'aménagement et la mise aux normes de sentiers cyclables inclus au réseau vélo métropolitain. Donc, pour le réseau vélo métropolitain, on a un plan directeur qui a été adopté à l'automne 2017. Ce plan directeur-là présente les différents segments du réseau vélo métropolitain. Nous, on souhaite financer des segments qui s'inscrivent à l'intérieur dessus. Donc, premièrement, pour ce qui est de l'acquisition de milieux naturels, le projet de viser l'un des objectifs identifiés à la CETAP, donc soit conserver les milieux naturels d'intérêt ou rares, consolider les aires protégées existantes et les milieux naturels voués à la conservation, conserver les milieux naturels identifiés comme éléments structurants dans les outils d'urbanisme et finalement conserver les milieux naturels les plus vulnérables aux activités de développement. Pour l'acquisition de milieux naturels, il y a certains paramètres à respecter. L'organisme doit devenir propriétaire des terrains en totalité. Il y a également la formule, la copropriété avec un organisme admissible qui peut être pertinente, donc une copropriété indivise. Et on demande d'assurer la conservation du site par des mesures juridiques appropriées, qui peuvent être par exemple des certitudes de conservation. Encore une fois, il y a des conditions d'admissibilité, ça doit correspondre à une des conditions d'admissibilité, au moins une si on veut. Localisé dans un bois corridor forestier identifié au PEMAD, comprendre des milieux naturels représentatifs exceptionnels ou rares, consolider une aire protégée existante et finalement être identifié comme élément d'importance dans les différents outils urbanistiques propres à votre territoire. Pour ce qui est de la mise en valeur des milieux naturels, encore une fois, on a des objectifs identifiés. Le projet doit correspondre à un de ces objectifs-là, soit améliorer l'accessibilité aux milieux naturels, prévenir la dégradation et la perturbation d'un milieu naturel, restaurer des milieux naturels et finalement rétablir la connectivité entre différents milieux naturels. Encore une fois, pour ce qui est de reboisement et renaturalisation, on a encore des objectifs, soit renforcer les activités ou les initiatives de reboisement régional ou augmenter le couvert forestier. Pour le reste des projets, on en a regroupé quelques-uns, le parc métropolitain, navettes fluviales et voies cyclables. Encore une fois, un des objectifs, soit favoriser l'accès du public à des sites d'intérêt, assurer une mise en valeur de qualité, conciliant les activités touristiques avec la protection des milieux naturels, des milieux bâtis et des paysages, et finalement améliorer la connectivité des projets du réseau récréotouristique de la Trame verte et bleue. Encore une fois, dans ces cas-là, on a des différents paramètres d'admissibilité. Le projet doit être réalisé sur une propriété municipale. Il y a d'autres formules possibles. Si c'est une propriété appartenant, par exemple, au gouvernement provincial ou au gouvernement fédéral, il y a des ententes possibles. Nous, c'est sûr qu'on vous demande d'avoir des ententes de type plus long terme. Si jamais l'acquisition du site n'est pas possible, on pourrait accepter un bail amphithéotique, par exemple, des droits réels. Le bail, il faut comprendre qu'on demande une période minimale de 40 ans. Justement parce qu'on demande à tous de garantir l'accessibilité publique à l'ensemble du site pendant cette durée de temps-là. Aussi, les projets doivent bien évidemment avoir une portée métropolitaine. Ça, plus précisément, ce que ça représente, on demande une complémentarité avec les réseaux existants, une qualité paysagère, un lien avec les ensembles patrimoniaux de portée métropolitaine, une facilité d'accès. Donc, on entend par là d'assurer une adéquation entre les besoins des usagers et ce qu'on offre sur le site, et des liens avec les réseaux de pédestres, cyclables, navigables et de transport en commun, tout ça pour favoriser le transport actif. Pour ce qui est de l'aide financière disponible, on parle d'un programme de 150 millions. Par ça, on entend que chaque organisme met 50 millions
là-dedans. Donc, les municipalités, le tiers, le CMM, le tiers et le gouvernement du Québec, le dernier tiers. Donc, quand on réalise un projet, la municipalité doit contribuer pour le tiers du montant. Nous, on allonge le 2 tiers suivant. Donc, on a une aide financière totale disponible de 100 millions de dollars. Pour les dépenses admissibles, ce qu'on se considère pour nous comme dépenses admissibles, c'est pour les projets d'acquisition, le coût d'acquisition de la propriété à la juste valeur marchande, ainsi que tous les frais accessoires à l'acquisition de la propriété. Pour les autres types de projets, c'est les honoraires professionnels et le coût de contrat de réalisation. On peut réaliser également les projets en régie, mais nous, on ne couvre pas les salaires de la municipalité. Rémi, dans les dépenses non admissibles, on a les frais de décontamination notamment, ce qui peut représenter là, pour certains projets des sommes assez importantes, mais nous, on ne les couvre pas. Là. Donc, ça doit être assumé par le promoteur du projet. Vas-y, Stéphane. Oui, Rémi, excuse-moi, je me permettrais pour la question de la juste valeur marchande de préciser que c'est une évaluation qui est faite par la communauté. On demande que la municipalité peut nous fournir une évaluation de la juste valeur marchande, mais dans tous les cas, la communauté va généralement refaire une évaluation de la juste valeur marchande. Oui, tout à fait, bon point. Puis j'aimerais préciser également que ça ne met pas en péril, le résultat de l'évaluation ne met pas en péril notre support au projet. Par contre, ça vient moduler un peu la contribution qu'on va offrir. Nous, on va toujours offrir le 2 tiers de la juste valeur marchande établie par notre évaluateur. Maintenant, comment on dépose une demande d'aide financière, on remplit le formulaire en ligne, on joint l'ensemble des documents requis. Je vous explique un peu, grosso modo, la procédure, comment ça se passe dans le temps. Vous déposez une demande préliminaire, donc vous prenez le formulaire, vous le remplissez du mieux que vous pouvez. On comprend qu'en début de projet, là, il y a des éléments là, que vous n'allez pas avoir en main. Juste identifier là, exactement qu'est-ce qui vous manque, quand est-ce que vous allez recevoir ces informations-là. Vous pouvez joindre n'importe quel document que vous jugez pertinent à la demande. Nous, on va faire une première analyse de recevabilité. Cette analyse-là, dans le fond, elle vise à établir l'admissibilité du projet au programme. Donc, est-ce que les paramètres minimaux sont remplis? Une fois que c'est fait, dans le fond, une fois que l'analyse est faite, soit on va vous demander de corriger certains éléments. Par contre, si on vous dit oui, là, vous allez pouvoir procéder à la rédaction de votre demande finale qui inclut l'ensemble des documents requis. Une fois que la demande finale est remplie, nous, on va l'évaluer. Donc, on a inscrit une date limite là, pour le premier appel à proposition qu'on fait en ce moment. On a inscrit ça pour le 30 septembre 2020. On vous demande d'envoyer vos demandes d'ici là. Puis on aimerait ça approuver une première volée de projet. On comprend que, par contre, des fois, les projets s'étalent sur plusieurs années, plusieurs mois. Donc, on va accepter là, les demandes des municipalités tout au long là, du programme d'aide financière. Et le comité de direction se réserve le droit de plafonner des sommes, là, dépendamment d'un peu des demandes qu'on va recevoir. Maintenant, pour le processus d'évaluation des projets. Une fois la demande d'aide financière jugée complète et recevable, le comité de pilotage procède à l'évaluation du projet selon les critères d'évaluation inscrits au programme. Donc, le comité de pilotage, c'est un comité formé par des représentants de la communauté et également du ministère des Affaires municipales. Les projets sont évalués selon les critères d'évaluation qui sont déjà inscrits dans le programme. J'ai inclus là, dans la diapositive un extrait de l'annexe 1, le tableau C. Donc, on voit là des colonnes pour les critères, pour les indicateurs, et l'importance relative de ces différents indicateurs. Donc, vous allez pouvoir constater qu'est-ce qui nous préoccupe, qu'est-ce qui nous tient à cœur. Donc, on s'attend à ce que dans votre demande d'aide financière, vous répondiez, si on veut, à ces différents indicateurs-là. Donc, nous aider à évaluer votre projet. Donc, je poursuis là, sur la sélection. Donc, le comité de pilotage va évaluer le projet, va formuler une recommandation au comité de direction d'entente. Le comité de direction d'entente, c'est un peu là, des représentants des mêmes organismes. Qui va formuler finalement une recommandation finale là, au comité exécutif pour aboutir éventuellement à une convention de financement entre la municipalité, l'organisme admissible et la communauté métropolitaine de Montréal. Pour ce qui est de la phase de réalisation, nous, on s'attend à ce que ce soit un travail commun, là, donc qu'on puisse coordonner le tout avec la municipalité et l'organisme admissible. Donc, vous réalisez le projet. Il y a des activités de communication qui sont prévues un peu là, tout au long.
Pendant que vous réalisez le projet, il y a également des visites de prévues par les représentants de la communauté, une rencontre de démarrage après la signature de la convention, une visite de site à 50% des travaux et une dernière visite de site après la réalisation de l'ensemble des travaux. La dernière visite de site, ça peut être coordonné en même temps que certaines activités de communication, comme une ouverture officielle, par exemple. Une fois que c'est fait, une fois que les travaux sont réalisés, vous déposez une demande de réclamation, une analyse de recevabilité encore. Nous, on vérifie si la demande est complète, si la demande est conforme. On vous la retourne si jamais il y a des éléments manquants et ça aboutit sur une recommandation de paiement. Donc, on vous envoie un chèque à ce moment-là. Donc, Rémi... Un petit ajout cette année. Tu peux y aller, Stéphane? Non, tu peux y aller, Rémi, complet. OK. Excellent. Donc, un dernier ajout cette année pour le nouveau programme. On peut maintenant procéder à plusieurs versements. Auparavant, ce n'était pas une possibilité. On demandait à ce que l'ensemble des travaux soient réalisés. Maintenant, on vous offre la possibilité de faire jusqu'à 4 versements. Donc, des versements à différentes étapes du projet. Le dernier versement, en fait, on inscrit facultatif parce que c'est celui pour les retenues à l'entrepreneur. Souvent, on retient 10 pendant un certain temps, 1 an. Donc là, à ce moment-là, on pourrait vous émettre un dernier chèque, un 4e versement. Ça, c'est facultatif. C'est sûr que ça vous demande là, de procéder à la rédaction de plusieurs demandes de remboursement. Mais des fois, c'est plus facile de le faire en début de projet pour comprendre un peu comment les mécanismes fonctionnent, quelles factures vous avez à nous déposer, quel document justificatif. Donc, on peut se donner une manière de travailler. Ça peut être pertinent, mais si vous voulez attendre à la toute fin du projet, vous êtes capable d'allonger les sommes le 2/3, là, dans le fond, qu'on va vous rembourser à la toute fin, c'est correct aussi. Donc, pour moi, ça conclut la présentation. On va répondre aux questions à la toute fin. Merci, Rémi. Je pense que ça a suscité quand même un certain nombre de questions, mais il n'y en a pas tant que ça. Alors moi, si vous êtes à l'aise, peut-être je proposerais, on pourrait commencer à répondre à quelques questions dès maintenant, vu qu'on est dans le vif du sujet. Il y en a certaines là, qui sont plus faciles que d'autres, je vous dirais. Là, il y en a qui soulèvent des questions auxquelles il va falloir réfléchir peut-être en équipe. Mais une question d'Aram Elagoz sur le budget. Donc, effectivement, le budget est de 100 millions de dollars. Donc, il y a 50 millions de dollars qui est mis par le gouvernement du Québec et 50 millions de dollars qui est mis par la CMM. Donc, et on exige un tiers provenant de la municipalité. Donc, au total, on peut réaliser 150 millions de dollars de projet, mais la somme en subvention est de 100 millions. Ce qu'on a constaté, on l'a vu tantôt dans la phase 1, c'est que souvent les municipalités mettent plus que le tiers minimal qui est exigé. Donc, l'effet levier de la subvention est intéressant. J'ai quelques autres questions. Là. Je vois que Jim a déjà répondu peut-être sur la question des haies brise-vent. C'est Frédéric Paré qui a demandé les haies brise-vent en milieu agricole. C'est du reboisement au sens du programme. Alors, Jim, tu veux répondre? Ben, écoute, Stéphane, c'est pas moi qui ai répondu. Je ne sais pas qui a répondu. S'il y a une réponse, je bon. n'ai pas vu. J'ai vu la question, mais je n'ai pas vu la réponse. Alors, moi, j'ai comme réponse, si les haies brise-vent sont localisées sur une propriété municipale, donc effectivement, ce serait admissible. C'est peut-être Christine qui a répondu, là. Oui, c'est moi. C'est Christine. Oui, vas-y donc, Christine. Mais dans le fond, comme Rémi l'a spécifié, il faut que les travaux soient réalisés sur des propriétés municipales ou gouvernementales avec un permis d'occupation. Donc, pour les agriculteurs qui sont des propriétaires privés, on ne peut pas faire des travaux de reboisement qui sont financés via le programme. Il faut que ça soit sur des terrains municipaux. C'est bon, merci Christine. Donc, j'ai une question. Ben, écoutez, je vous les soumets à la volée, là, puis je veux dire, au pire, si on n'a pas une réponse claire, on vous reviendra personnellement. Là. Donc, Frédéric Paré nous demande l'acquisition de friches en zone agricole pour fin de connectivité. Est-ce que vous avez une réaction là-dessus ou si vous préférez qu'on en... Christine, si tu es à l'aise de répondre. Oui, dans le fond, les projets d'acquisition, ça n'a pas nécessairement besoin d'être absolument des bois et des corridors forestiers métropolitains. Puis si ça permet de relier 2 milieux naturels entre eux, ça va être analysé en fonction là, des milieux que ça va connecter. Mais tout projet d'acquisition peut être présenté, que ce soit une friche, un milieu boisé, un écosystème forestier exceptionnel, un habitat d'une espèce menacée vulnérable, il n'y a pas de problème.
Merci, Christine. On a une question aussi de Geneviève Bédard. Bonjour, Geneviève. Qui dit bonjour. Est-ce que la part municipale peut inclure des sommes provenant d'autres sources? Exemple, la mise en valeur de l'île Bonfoy. Alors ça, je pense qu'on a une réponse, Rémi ou Christine. Oui, bien, tout à fait. En fait, la part municipale peut inclure d'autres sources. Maintenant, nous, on se réserve le droit d'évaluer si ça vient gruger la part de la municipalité, puis on se partage, si on veut, la subvention ou non. On le regarde selon les arguments qui sont déposés par la municipalité. Mais oui, tout à fait, il peut y avoir d'autres. Il peut y avoir des montages financiers là, différents là, qui peuvent être proposés. Puis, je vous suggère peut-être d'en discuter là, selon différents projets avec l'équipe du bureau de projet. Merci, Rémi. On a Lee Amadou qui demande la date du 30 septembre. Est-ce pour la soumission de la demande préliminaire ou du dépôt de la demande finale? Bien, comme j'ai dit, nous, on espère approuver une première volée de projet cet automne. Donc, pour ça, il faudrait recevoir les demandes finales pour le 30 septembre. Maintenant, si vous n'êtes pas en mesure de le déposer, ça ne signifie pas que vous n'allez pas recevoir de subvention, de financement. Mais l'idée, c'est vraiment effectivement d'avoir une première série de demandes finales d'ici le 30 septembre. Très bien, Rémi. Merci beaucoup. Il y a Mélanie Dubuc qui demande, juste pour être certaine, est-ce que les frais de décontamination ne sont pas admissibles? Ils ne sont pas admissibles, effectivement. Très bien. Denis Chabot demande, la stabilisation et la naturalisation des berges d'un parc municipal est-elle admissible? Je ne sais pas si tu veux la prendre, celle-là, Christine? Oui, c'est admissible comme travaux. Par contre, il ne faut pas que ce soit des travaux qui soient exigés en termes de compensation pour la destruction de d'autres milieux naturels. Il y a Madame Provost, Christine. Est-ce que le volet reboisement peut s'appliquer dans le cadre de reboisement des suites de la grille du Frêne dans des parcs nature? Est-ce qu'on a une tête là-dessus ou c'est quelque chose qui va être pris en délibéré? Bien, ça peut être pris en délibéré, mais en même temps, quand on fait des travaux de reboisement, souvent il y a des travaux de préparation de terrain qui doivent être requis. Donc, on va évaluer l'ensemble du processus de reboisement qui inclut la préparation de terrain, la plantation, le suivi des végétaux. Il y a Denis Chabot, celle-là, je ne sais pas si on a une réponse. Est-ce que le reboisement peut aussi comprendre le contrôle du nerf brun? Ce contrôle est nécessaire. Selon moi, ça rentre dans la préparation de terrain que le contrôle du nerf brun. On va évaluer les méthodes proposées pour faire la préparation de terrain. Oui, je pourrais ajouter quand même que ça ne peut pas être l'objectif principal du projet comme tel. Ce n'est pas la finalité du projet. Ça peut être un élément du projet, mais nous, le contrôle des espèces exotiques envahissantes, il faut que ce soit un élément d'un projet un peu plus large. Et on a Antoine Quentin qui demande, et celle-là, je sais qu'on a une réponse, dans le cas où un arrondissement voudrait déposer un projet, peut-il le faire directement ou celui-ci doit passer par la Ville de Montréal pour le faire? On vous demande de passer par la ville-centre. C'est une réponse simple. Et finalement, il y a Chantal Laliberté. Bonjour Chantal, qui demande, qu'entendez-vous par parc agricole? Question de définition. Oui. Je te laisse aller avec celle-là, Stéphane. Ah, c'est ça, je m'attendais. Mais écoute, il n'y a pas de définition fine de ce qu'est un parc agricole, mais on travaille sur un projet de parc agricole, Chantal, du côté de Brossard. Fait que l'idée, c'est de travailler en terrain agricole, évidemment, et c'est d'essayer d'avoir un projet où on peut favoriser, je dirais, la culture, avoir un projet. Alors, l'exemple concret qu'on a sur ce terrain-là, ce serait de développer un projet où il pourrait avoir de la culture en serre, innovante, avec une approche d'innovation en agriculture et un terrain qui serait accessible à la population, donc où les gens pourraient venir. C'est donc l'idée d'accessibilité, de culture, c'est le milieu agricole. Donc, c'est un concept qui est encore, je dirais, en développement et en raffinement. On n'a pas de définition fine encore, mais l'idée est de rapprocher l'agriculture maraîchère, dans ce cas-là, de la population. Alors, concrètement, dans ce cas-là, on travaillerait sur un projet de serre près de la station, autour du bioparc à Brossard, là, dans ce secteur-là. Et ça permettrait donc, ce serait un parc métropolitain, mais à caractère plus agricole. Donc, pour l'instant, c'est, je dirais, là, où on en est du côté de ce volet-là. Alors, puis
Ça se raffinera. Je ne sais pas si tu veux compléter, Rémi, là, mais à ce moment-ci, c'est les idées auxquelles on tourne. Donc, ce n'est pas un concept. Non, c'est très bien. Puis je peux faire du chemin un peu là-dessus. On a eu une autre question. Est-ce que ça doit être accessible à tout? On donne comme exemple du jardinage communautaire collectif, un incubateur agricole. Je pense que c'est des bons éléments de réponse. Effectivement, ça doit être accessible. Peut-être pas l'ensemble du site, là, mais il doit avoir une relation prévue avec le citoyen. Ça. Donc là, on a d'autres questions qui sont rentrées pendant qu'on parlait au niveau, Dominique Baudry, au niveau de l'admissibilité. Pouvez-vous définir ce qu'est un milieu représentatif exceptionnel ou rare? Je vais laisser Christine répondre à celle-là. Bon. Dans le fond, un milieu représentatif, c'est des milieux qu'on retrouve dans la CMM, par exemple des forêts matures, les érablières argentées sur le bord de nos cours d'eau. Quand on parle de milieux rares, on peut parler d'habitats, d'écosystèmes forestiers exceptionnels. Et quand on parle de rares, ben, ça peut être l'habitat, par exemple, d'une espèce en péril comme la rainette faux-grillon de l'Ouest. L'objectif, c'est de couvrir l'ensemble des milieux qui sont représentatifs. Si c'est un milieu qui est rare, ben, il est plus prioritaire que quelque chose qui est plus abondant sur le territoire, mais l'ensemble des milieux naturels peuvent être acquis. Merci, Christine. Il y a Manel Djemel qui demande si les municipalités hors de la CMM ont le droit de déposer une demande. Non. Évidemment, le programme est réservé exclusivement aux 82 municipalités de la CMM, aux ACMRC qui sont situées sur le territoire de la CMM ou à des organismes qui travaillent pour le compte d'une des municipalités de la CMM. Évidemment, parce qu'il y a un tiers du financement qui provient de la CMM, donc des municipalités de la CMM. Une autre question, David Legault. Lors d'une acquisition d'un boisé accessible au public, comment déterminez-vous si ce boisé devient un parc métropolitain? Donc, il y a des questions. La détermination d'un parc métropolitain se fait sur la base de l'envergure du projet, de son rayonnement et évidemment, fondamentalement, de l'ouverture de la municipalité qui est impliquée dans le projet à ce que ça devienne un parc de nature métropolitaine. Il y a d'autres considérations, peut-être que Rémi ou Christine voudraient rajouter. Non, je pense que tu as fait le tour. C'est vraiment une question là, de travailler avec les vis-à-vis des municipalités, à voir eux, c'est quoi leur objectif pour ce projet-là, ce parc-là. Nous, on souhaite, pour un parc métropolitain, on entend un parc là, qui a un rayonnement suffisant pour attirer des gens de partout dans la région métropolitaine. Il faut que ce soit une volonté municipale et de notre côté aussi. Là. Donc, c'est un travail d'équipe, si on veut. Donc, là, je regarde les autres questions. Je pense qu'on pourrait, on a M. Ladouceur, Jacques Ladouceur. Bonjour, M. Ladouceur. Pour des travaux en régie, j'ai cru comprendre que le temps des employés ne serait pas comptabilisé. Rémi? Non, effectivement, le salaire des employés municipaux pour les travaux en régie, pour nous, ce n'est pas une dépense admissible. Mais par contre, la location d'outils, même l'utilisation de certaines machineries, là, nous autres, on peut contribuer à ça, mais seulement pas le salaire des employés comme tel. Les matériaux aussi, c'est pertinent. Là, je vais passer par-dessus quelques questions parce que le temps file, mais on va répondre aux gens là, à qui on n'aura pas répondu en direct. Je vais en prendre une ou deux encore. Est-ce qu'un projet de forêt nourricière serait envisageable dans la définition d'un parc agricole? Moi, je pense que oui, sans problème. Je ne sais pas si Christine ou Rémi voulaient rajouter quelque chose. Il faut voir le projet qui nous est déposé, mais effectivement, ça pourrait tout à fait convenir. Alors, j'ai Geneviève qui repose une autre question. Quelle sera la fréquence des appels à projets? Alors, pour l'instant, on fait cet appel à projet-là et cet appel à projet-là va déterminer effectivement là, en fonction du nombre de projets qui vont être soumis et des sommes d'argent qui vont être éventuellement attribuées, réservées pour les projets. Alors, c'est ce qui va dicter par la suite les autres appels à projets qui pourraient être
éventuellement fait. Au-delà de l'appel à projet, il n'y a rien qui empêche aucune municipalité de nous soumettre continuellement, tant qu'il reste de l'argent dans le programme, un projet. Il va être pris en considération, on va regarder s'il est admissible et s'il reste des sommes dans le programme, il y a des possibilités que ces projets-là soient également financés. Donc, l'appel à projet et la date du 30 septembre, pour nous, est un premier temps où on souhaite amorcer le programme. On a l'argent, les financements sont disponibles, mais on pourra certainement, à la lumière de l'expérience du programme, de la phase 1 du programme, continuer de recevoir des projets au cours, je dirais, d'une façon conservatrice, facilement au cours des 2-3 prochaines années, avec les sommes d'argent qui sont disponibles. Donc, moi, j'ajouterais par rapport à ça, parce que je viens de voir une question de Mme Savaria, 1er avril, premier servi. Oui. En fait, ça, je pense que c'est pertinent de le mentionner. Nous, on va évaluer les projets à partir des critères d'évaluation. On va les évaluer, on va les comparer entre eux et sélectionner les meilleurs. Donc, c'est sûr que si vous déposez pour le 30 septembre, vous allez comparer à ceux qui ont été déposés à ce moment-là. Sinon, nous, on va continuer de l'évaluation puis de se donner des barèmes puis des pointages minimaux, là. Donc, c'est vraiment, on va sélectionner vraiment, oui, il y a une question de premier arrivé, premier servi, mais aussi avec l'adéquation de ces critères d'évaluation. C'est ça, tous les projets font l'objet quand même d'une évaluation en fonction des critères du programme. C'est une évaluation qui est très rigoureuse et assez serrée. Ce n'est pas tellement premier arrivé, premier servi, je dirais, première demande de financement complétée, premier servi. Et pour compléter la demande de financement, il y a quand même une série de conditions qui sont, il y a plusieurs conditions, notamment d'avoir obtenu les autorisations au niveau du ministère de l'Environnement. Donc, ça demande quand même un certain temps. Et une fois que le projet a été approuvé par le comité exécutif, au bout du processus, à ce moment-là, les sommes sont réservées. Donc, je pense qu'on a fait un bon petit tour. On a couvert quand même pas mal de questions. Les autres, je vous rassure, continuez de les poser. On va les prendre en considération et on pourra vous répondre ou appelez-nous, envoyez-nous un courriel, n'hésitez pas. Je vous proposerai que l'on poursuive la présentation avec la présentation. C'était la présentation de Jim, je pense, la prochaine, n'est-ce pas? Je ne me trompe pas. C'est l'indice canopé. Donc, Jim va nous présenter l'indice canopé métropolitain 2019. C'est un travail qui est intéressant. Il y a eu une élaboration d'une méthodologie qui permet d'automatiser tous ces calculs-là et d'avoir un indice qui est très rigoureux. Donc, Jim, je te passerai la parole pour que tu nous présentes tes travaux. Oui, merci Stéphane. Bonjour à tous. En fait, on s'est intéressé à l'indice canopé en 2014-2015. On avait un objectif au plan métropolitain d'aménagement et de développement de 30%, d'atteindre 30% de couverts forestiers. Et il fallait pouvoir le suivre, pouvoir en faire le portrait, l'état régulièrement. Donc, en cherchant avec les collègues de géomatique, informatique, là, on a développé une méthode fiable, je vais l'expliquer tout à l'heure, en utilisant l'indice canopé. C'est quoi l'indice canopé? En fait, la canopée, c'est la partie supérieure d'un couvert arborescent. C'est la partie qui reçoit la lumière du soleil. Quand on regarde ça vu du ciel, ben, c'est tout ce qu'on peut voir de vert et des arbres, qui fait partie de la cime des arbres. Nous, pour la CMM, plus précisément pour notre méthode, on s'est arrêté à tout ce qui est de la végétation qui a 3 mètres de hauteur et plus. Il fallait trancher, on a tranché à 3 mètres. C'était un peu une convention. On a observé ce qui se faisait dans les municipalités, puis on a retenu le 3 mètres. Donc, à partir du moment où on a réussi à calculer la canopée, je vais vous l'expliquer la prochaine diapo, on calcule l'indice canopée. L'indice canopée, c'est simplement le ratio de la superficie de la canopée qu'on aura calculé à partir de photographies aériennes vues du ciel. C'est en hectares et puis on divise ça par la superficie terrestre du même territoire, évidemment. Donc, seulement ce qui est terrestre sans l'eau, c'est un pourcentage. Donc, à partir des photographies aériennes d'été, on en voit une ici à gauche. L'été, parce qu'il y a des feuilles, évidemment, on passe la recette. Donc, on discrimine ce qui est végétation et on fait un calcul de hauteur. On superpose les deux, on obtient la prochaine image. On a des classes de couleurs.
Il y a beaucoup de vérifications, beaucoup d'étapes. Là, je vous résume ça. Mais c'est une méthode rigoureuse qui demande beaucoup de travail, mais qui est rigoureuse. Et le résultat, ce qu'on appelle la carte de la canopée, c'est en fait une image à 4 couleurs. Donc, ce que vous observez sur l'image à droite, qui est dans les tons orange, rose, c'est ce qui n'est pas végétal, ce qui est minéral. Ce qui est vert dans les teintes de vert, c'est ce qui est végétal, donc le premier critère qu'on discrimine dans notre recette. Et puis, plus c'est foncé, plus c'est haut, donc 3 mètres et plus, selon notre critère de hauteur. Et ce qui est plus clair, c'est à moins de 3 mètres. Donc, rose saumon, c'est le minéral, moins de 3 mètres. Et ce qui est vert pâle, clair, fluo un peu, c'est ce qui est le végétal bas. Donc, moins de 3 mètres. On retrouve là-dedans des gazons. Là, on voit des golfs. Là, on est à l'île Bizarre. Là, on voit des golfs, des champs cultivés. Pour le minéral, on observe des bâtiments. Là, on voit bien en orange foncé là, des bâtiments plus hauts que 3 mètres, les maisons. Le calcul nous permet en fait, excusez-moi, je vais revenir à la méthode. Pourquoi on a développé cette méthode-là? Ça peut être la suivante, Suzanne, merci. Pourquoi, en fait, je ne reviendrai pas sur l'intérêt de la canopée et des arbres. Là, je pense que les bienfaits des arbres, là, on en a parlé un peu, c'est un peu le cadre aussi dans la trame verte et bleue, l'intérêt de protéger, de préserver les milieux naturels, d'avoir des arbres autant en milieu urbain qu'en milieu naturel. La méthode, pourquoi on l'a retenue, puis c'est important, en fait, notre méthode, en regardant des photographies aériennes, nous permet de couvrir l'ensemble des arbres, pas seulement des grands massifs boisés, pas seulement des arbres en rue, en milieu urbain, c'est vraiment tous les arbres. La canopée, celle qu'on calcule, couvre tous les arbres, en milieu agricole, en milieu forestier et en milieu urbain. Comme je le disais, on l'a complètement automatisé avec l'aide de la géomatique, de l'informatique. C'est des calculs assez lourds, mais ça nous permet d'avoir une méthode fiable, qu'on vérifie à chaque fois, qu'on a vérifié beaucoup la première fois qu'on l'a calculé, mais avec très peu d'erreurs et des erreurs de faible envergure, parce qu'il en reste un peu quand même, mais sur l'ensemble du territoire, c'est très mineur. Et un autre élément important, c'est qu'il n'y a pas d'interprétation humaine, ce n'est pas fait à l'œil, c'est la machine qui le fait avec les mêmes critères, pixel par pixel, sur chaque photographie aérienne d'été. Ce qui nous permet d'avoir une méthode reproductible et de pouvoir faire un calcul qu'on peut reproduire dans le temps. Ce qui était l'objet, de faire le suivi du couvert forestier. Là, je vous parle de la canopée. Ce que je vous présente là, le graphique, c'est l'indice canopée métropolitain. Le couvert forestier, je ne vous en parle pas beaucoup. Le couvert forestier, en fait, c'est un sous-ensemble de la canopée. Comme je le disais, la canopée couvre tout. Donc, le couvert forestier, c'est une partie de ça. Ce que je vous présente là, la courbe, le couvert forestier suit à peu près la même tendance, la même forme de courbe, avec 5% de moins à peu près, là, environ, là, de la canopée. Donc, on était capable de remonter en 2011, à partir des photographies de qualité qui nous permettaient de faire le calcul. En 2011, on était à 25%. On a observé une croissance jusqu'en 2017. À 26,2. Et puis, entre 2017 et 2019, les calculs sont tout frais. Là, on vient de les terminer ce printemps pendant le confinement. On a eu une légère baisse là, de 0,2 points de pourcentage pour finir à 26%. C'est exactement le chiffre, je pourrais vous le dire, de la canopée. Je pense qu'on va retenir ces 100 000 hectares de canopée. À 26% exactement, on est à 99 750 hectares. L'indice canopée était pour l'ensemble de la CMM. Si on descend ça au niveau des secteurs de la CMM, donc les 5 secteurs, Couronne Nord, Couronne Sud, Laval, Longueuil, et l'agglomération de Longueuil et de Montréal, le portrait est un peu le même. On a des pertes un peu partout, excepté pour la Couronne Nord. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des municipalités ou des MRC où on observe des baisses. Là, quand on descend encore de plusieurs niveaux, les municipalités, certaines municipalités peuvent observer des baisses. Donc, la Couronne Nord augmente de quelques 200 hectares. La Couronne Sud, c'est à peu près moins 200 hectares. Et puis, on observe une baisse plus marquée dans les agglomérations, les grandes agglomérations de Longueuil et de Montréal,
En fait, c'est des territoires beaucoup plus urbains. Et puis, je commence à je vous explique un peu, mais la grille du frêne a fait beaucoup de dégâts dans ces villes-là. Les frênes représentaient jusqu'à 30% des arbres urbains publics dans ces villes-là. Et puis, ça a frappé fort. On a dû abattre beaucoup de frênes. D'autres arbres meurent aussi toujours en même temps. C'est pourquoi ces deux agglomérations-là observent des pertes plus importantes. L'ensemble des pertes sur la CMM, c'est environ 750 hectares. Ce n'est pas majeur, mais bon, c'est un infléchissement de la courbe. Donc, le solde, je vous parle de gains et de pertes. Le solde, oui, on observe une baisse. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de gains à certains endroits. Et il y a des pertes qui ont été supérieures aux gains entre 2017 et 2019. Donc, par une comparaison des images entre 2 années, on réussit à voir les gains, ce qui est en bleu à l'écran. À gauche, il y a deux phénomènes. Il y a deux phénomènes pour les gains. À gauche, ce que vous voyez, c'est une croissance en hauteur. Donc, on a des arbres, on a des arbustes dans certains cas, qui passent le seuil de 3 mètres. Donc, à partir de 2019, on a pu compter dans les friches du couvert forestier, de la canopée supplémentaire. Et puis, les arbres existants à droite continuent à croître, continuent à pousser. Un arbre, ça pousse tout le temps, moins vite en vieillissant, mais ça pousse tout le temps. Donc, la largeur de la cime s'agrandit. Il y a plus de cimes qui passent à 3 mètres. Et là, c'est la même chose. On le capte à un moment donné. Et puis, c'est ce qui nous permet d'observer des gains. Les pertes, elles, en rouge, en bas de votre écran, on les observe pour plusieurs causes. Donc, c'est de la coupe d'arbres. À gauche, en milieu urbain, c'est les frênes. J'en parlais tout à l'heure pour Longueuil et Montréal surtout, mais dans tous les milieux urbains, on l'a observé. Les frênes ont été abattus, sont morts. Il y en aura encore à battre dans les années à venir. Mais vous voyez tous les spots rouges qu'on voit dans la photo de gauche au travers des maisons et des rues. C'est des arbres qui ont été abattus. La plupart sont des frênes. Ça, c'est une forme de perte en ville. On observe aussi des pertes pour des développements urbains, résidentiels. On a des pertes aussi pour du développement agricole. Il y a des nouvelles cultures là, qui sont créées aussi. Des développements industriels, commerciaux. On a des infrastructures aussi. Tout à l'heure, on a parlé du Rennes ou de la station du Rennes. Je pense que c'était pour le parc agricole. Il y a un peu de déboisements qui sont provoqués par des infrastructures. Hydro-Québec aussi, là, quand ils construisent des nouvelles lignes pour consolider le réseau. Tout ça, ça contribue aux pertes. Donc, entre 2017 et 2019, les pertes ont été supérieures aux gains. Pour les gains, si on veut les augmenter, parce que le fléchissement qu'on observe, il ne faudrait pas qu'il se prolonge dans le futur. Les gains, si on veut les augmenter, il faut planter plus. Il y a un volet du programme qui vient d'être présenté là, qui permet de le faire avec d'autres programmes et d'autres moyens qui existent. Là. Les municipalités plantent déjà beaucoup en milieu urbain. Si on veut minimiser les pertes pour pouvoir préserver notre canopée et puis continuer à l'augmenter, il faut tenter autant que possible de consolider le développement dans le périmètre métropolitain, dans les périmètres d'urbanisation des municipalités, et puis protéger par l'acquisition, par des mesures de protection, c'est ce que Christine va présenter tout à l'heure, ou via le programme La Trame verte et bleue, ce qui est existant. Toutes les données statistiques, les données numériques, tout ce que vous avez vu, là, les cartes avec les couleurs, tout ça sont disponibles sur l'Observatoire du Grand Montréal. Les statistiques sont présentées pour les 5 années, les cartes, les données numériques. N'hésitez pas à aller le consulter ou à nous contacter pour avoir plus d'informations. Tout est en ligne à partir d'hier pour l'année 2019 là, pour l'indice canopée et le couvert forestier. Merci. Merci beaucoup, Jim, pour cette présentation extrêmement intéressante. Je comprends que les travaux que tu fais, donc, aussi peuvent nous aider à identifier des secteurs où éventuellement le reboisement serait pertinent, nécessaire. Fait que c'est un travail qu'on peut faire en collaboration avec les municipalités, ça. Tes outils. Oui, d'ailleurs, plusieurs municipalités là, qui ont utilisé les données de 2017 pour identifier du reboisement. Je passe les espaces où on pouvait reboiser. C'est sûr que la carte, on identifie la canopée, c'était notre intérêt au départ, mais le végétal bas peut être des espaces à reboiser. Là. Nous, d'ailleurs, on fait un travail là-dessus. On a plusieurs critères, plusieurs cibles qu'on veut identifier pour le reboisement. On travaille beaucoup en ce moment sur les
les berges, les bandes riveraines, là, voir ce qui est possible de reboiser au travers de la CMM le long des cours d'eau et des lacs. Donc, les gens peuvent te contacter puis Oui. échanger avec toi là-dessus. Là. Oui, Et l'autre élément, je ne sais pas si j'étais distrait, mais as-tu mentionné, là, dans le PMAD, on n'a pas en tant que tel de cible au niveau de la canopée, si je me trompe pas là. Non, on n'a pas de cible de canopée. On a une cible de 30 de couvert forestier. Comme je le disais, c'est un sous-ensemble de la canopée. Mais pour identifier le couvert forestier, en fait, on a utilisé la canopée, puis on a trouvé beaucoup plus intéressant la canopée dans le travail parce que ça permettait de couvrir tous les arbres, même en milieu urbain, ce que le couvert forestier couvrait ou très peu. Étant donné la grille du frêne, étant donné le besoin, la nécessité d'avoir des arbres en milieu urbain, en milieu agricole, les changements climatiques, ben, on trouve ça beaucoup plus pertinent là, de regarder la canopée. Ça ne veut pas dire que le couvert forestier n'est pas intéressant. Je ne sais pas si on m'entend bien, j'ai un message qui dit que ma connexion n'est pas bonne. Oui, mais ça a coupé un peu. Moi, c'est correct de mon côté. Puis, c'est quoi le chiffre magique pour la canopée qu'on vise généralement dans la littérature? Là? En fait, il n'y a pas de cible scientifique qui est reconnue. Il y en a une qui avait été lancée, c'était 40%, mais les scientifiques se sont un peu rétractés. En fait, chaque territoire, chaque municipalité doit un peu faire son évaluation, puis regarder sa capacité, son territoire pour pouvoir déterminer sa propre cible. Donc, on avait une cible de 30% de couvert forestier dans le PMAD. Celle-là est valable, elle est appuyée sur des études scientifiques. Pour la canopée, ce serait une cible supérieure qu'il faudrait évaluer. Ce sera l'objet d'un travail là, pour le PMAD numéro 2. Très bien. Excellent, Jim. Je te remercie beaucoup. Intéressant. Je suis sûr que tu vas avoir beaucoup de gens qui vont te contacter. On pourrait passer, je pense qu'on a répondu, je regarde à l'essentiel des questions qui avaient été soulevées là, pendant ta présentation. Donc, on pourrait passer tout de suite avec la présentation de Christine, qui est biologiste donc au bureau sur la trame verte et bleue, qui va nous entretenir du répertoire métropolitain des initiatives municipales de conservation. Alors, Christine, je te céderai la parole dès maintenant. C'est bon. Donc, avant de commencer par les définitions, je voudrais rappeler que le répertoire métropolitain des initiatives municipales de conservation, ça s'inscrit dans l'objectif du PMAD, qui est de protéger 17% du territoire du Grand Montréal. Donc, c'est un outil qu'on veut utiliser pour pouvoir démontrer à l'avenir l'apport des municipalités pour la conservation des milieux naturels. Avant de présenter le répertoire, on va regarder un peu au niveau des définitions pour que tout le monde soit au même niveau. Quand on parle d'aires protégées, on parle, selon la loi sur la conservation du patrimoine naturel au Québec, on parle de territoires qui sont soit terrestres ou aquatiques, qui sont délimités géographiquement, donc on peut les localiser sur une carte. Et quand on parle d'aires protégées, on fait référence à un encadrement juridique ou à une administration qui vise à assurer la protection puis le maintien de la diversité biologique. Au Québec, le registre des aires protégées, ça comprend 32 désignations, que ce soit un parc national, une réserve écologique, un habitat faunique, une réserve naturelle. Il y a plusieurs statuts d'aires protégées qui sont définis par la loi. Lorsqu'on parle de conservation, ça c'est un terme un petit peu plus englobant qui regroupe plusieurs types de pratiques. Ça peut être la protection, comme la restauration de milieux, l'utilisation durable, et ce qui est important, c'est qu'on vise la préservation de la biodiversité, le rétablissement d'espèces, le maintien de milieux naturels. Lorsqu'on parle de protection, là, on parle de différents moyens qui visent à maintenir l'état des milieux naturels, leur dynamique naturelle, puis aussi à prévenir les menaces sur ces milieux-là. Ça peut être des aménagements physiques, comme une clôture qu'on va installer pour limiter l'accès à un terrain. Ça peut être un outil légal, comme le gouvernement qui statue des aires protégées, ou la désignation d'une espèce menacée ou vulnérable. Mais ça peut être aussi des personnes qui font des tournées d'inspection sur le terrain, qui font de la sensibilisation auprès des citoyens. Donc, la protection, c'est vraiment maintenir l'état des milieux. Quand on regarde depuis l'entrée en vigueur du PMAD en 2012, grosso modo, on a toujours 10% d'aires protégées sur le territoire.
On a commencé à 9,6, on est rendu à 10,1. Donc, il n'y a pas une très grande augmentation d'aires protégées, principalement parce qu'on a eu des pertes d'aires protégées en habitat faunique au niveau aquatique. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est presque rendu à 1000 hectares supplémentaires d'aires protégées terrestres sur le territoire. À part les programmes d'acquisition de la CMM a contribué à protéger 800 hectares sur le territoire. Par contre, ce ne sont pas tous des milieux naturels qui sont reconnus comme des aires protégées par le gouvernement du Québec, tout comme plusieurs propriétés naturelles des municipalités qui sont vouées à la conservation, mais qui ne sont pas incluses dans les 32 désignations reconnues par le gouvernement du Québec. L'objectif avec la création du répertoire métropolitain, c'est d'avoir un système centralisé qui tient compte à la fois des milieux naturels reconnus par le gouvernement du Québec, mais qui permet d'inscrire l'ensemble des superficies qui ont une vocation de conservation des milieux naturels. On veut qu'on puisse diffuser les informations et que les municipalités puissent présenter leur bilan de milieux qui sont voués à la conservation, parce qu'actuellement, il n'y a pas d'outils, s'ils n'utilisent pas les 32 désignations, qui leur permettent d'être reconnus pour leurs efforts de conservation. Pour qu'un site soit inscrit à ce répertoire-là, il faut qu'il soit localisé sur le territoire de la CMM. La municipalité doit être propriétaire du site en question ou en copropriété. Il faut que la demande soit appuyée par une résolution, soit de la municipalité ou de l'organisme avec lequel il est en copropriété. Et on veut avoir des milieux qui sont dits naturels. Donc, 75% du site doit être un milieu naturel. Et de ce 75%-là, quand on parle de milieu naturel, c'est des milieux où on laisse la nature suivre son cours. Donc, on ne veut pas avoir de milieu où on va faire de la contrôle de la végétation, des terrains gazonnés sous une canopée. Ça ne rentre pas dans la définition de milieu naturel. Et on va demander aux municipalités de nous décrire un peu qu'est-ce qu'il y a actuellement comme usage anthropique sur le site pour s'assurer que c'est compatible avec la conservation. On souhaite que les sites aient une affectation ou un zonage de type conservation. Quand je parle d'une affectation ou un zonage de type conservation, ça n'a pas besoin d'être le titre conservation qu'on va retrouver au niveau du schéma ou du plan d'urbanisme, mais il faut que les fonctions et les usages soient compatibles avec les objectifs de conservation des milieux naturels. Au niveau des étapes, une municipalité qui souhaite inscrire des sites dans le répertoire, actuellement le site n'est pas encore en place. Il va être lancé prochainement, mais le formulaire de demande d'inscription est déjà disponible. Les lignes directrices pour inscrire un site le sont. Donc, vous pouvez nous faire une demande pour obtenir l'information, mais prochainement, ça va être publié sur le site Internet de la CMM. Donc, la CMM reçoit le formulaire de demande d'inscription, va l'analyser, va faire une recommandation au comité exécutif pour inscrire les sites au répertoire. Annuellement, on va publier les informations sur l'Observatoire du Grand Montréal. Donc, l'ensemble des municipalités, des citoyens, des organismes va pouvoir consulter ce répertoire métropolitain. La municipalité, elle, en retour, on s'attend qu'elle informe la CMM si elle fait des modifications au site. Ça ne veut pas dire que s'il y a des modifications au site, le site ne sera pas reconnu par la suite, mais on veut en être informé à la CMM, puis on va évaluer si c'est toujours pertinent qu'il soit inscrit au répertoire. Et une municipalité a quand même la possibilité de faire une demande de retrait, puis celle-ci va être soumise au comité exécutif de la CMM. Grosso modo, le répertoire métropolitain, c'est un outil supplémentaire pour les municipalités. Et au niveau du programme TVB, pour les prochains projets d'acquisition, on va demander que minimalement, ça soit inclus dans le répertoire. Très bien, Christine. Est-ce que ça complète ta présentation? C'est ce que je comprends? Oui, on est rendu à l'étape des questions. Merci beaucoup. C'était bien. Alors, il y a quelques questions, je pense, qu'on pourrait, qui portent directement sur ta présentation. Alors, il y a Stéphanie Giguet qui demande si les terrains en gestion écologique sont considérés
dans le 75 %. Les terrains en gestion écologique. Tu aurais peut-être besoin de... C'est pas clair pour toi? Ça prendrait Mais, peut-être un complément? mais je pourrais recontacter Stéphanie. Recontacter Stéphanie. Très bien. Madame Bédard, Geneviève, qui demande de recevoir le formulaire par courriel, donc ce sera fait certainement. Il y a des questions qui portent sur la TVB, ensuite sur lesquelles on pourrait revenir. Pour la TVB, est-ce que l'acquisition de golf en vue de les reconvertir par des plantations est admissible? Ça, je pense qu'on a peut-être des éléments de réponse. Oui, tout à fait. Ça pourrait être un projet admissible. Nous, on va le regarder. C'est sûr que les golfs, c'est un item particulier parce que la valeur là, des golfs sur le territoire métropolitain est assez élevée. Il y a beaucoup de golfs, là, de terrains de golf qui sont en restructuration, en changement. On essaie de définir des nouveaux usages. Et l'acquisition de l'ensemble des golfs sur le territoire métropolitain, ça représente là, un montant qui est beaucoup trop important pour que la CMM le supporte seul à travers son programme de financement. Mais c'est tout à fait un programme, un projet qui pourrait cadrer avec nos orientations. Merci, Rémi. Dans le cadre d'un projet de navette fluviale, c'est une question de Geneviève. D'ailleurs, les deux questions sont des questions de Geneviève. Est-ce que dans le cadre d'un projet de navette fluviale, est-ce que les coûts de conception et d'acquisition de bateaux électriques sont admissibles? Bonjour Geneviève. En fait, nous, c'est sûr qu'on préfère là, financer tout ce qui n'est pas opérationnel aux navettes fluviales. Donc, on parle des installations de services, des quais, tout ce qui est immobilier, si on veut. Par contre, on n'a pas je ne crois pas qu'on a établi là, des éléments si finement. Il faudrait que je vérifie dans le programme, on pourra entamer une discussion, on se recontactera à ce moment-là. Je pense que c'est un élément dont on pourrait discuter. Là. Effectivement, Absolument. ça pourrait faire l'objet d'une discussion et éventuellement, c'est une question qui devrait être soumise au comité de direction du programme. Donc, on n'est pas en mesure aujourd'hui de donner une réponse définitive sur celle-là. Il y a une question de Colette Boudria. Si l'acquisition des lots riverains est accessible au financement, est-ce que l'arrondissement doit cotiser pour le tiers? Tout à fait. Dans le fond, pour tous les projets qu'on finance, la municipalité est responsable du projet, ou l'organisme admissible du moins, là, de contribuer pour le tiers du montant. Alors, il y avait une autre question que j'avais vue de M. Ladouceur, de monsieur le maire, je crois. Donc, quel est le temps d'analyse entre le dépôt d'une demande et son acceptation? Rémi? Oui, on n'a pas de délai fixe. Par contre, on essaie de travailler le plus efficacement possible, et avec vous du moins. Donc, il y a un échange qui doit se faire, on doit communiquer entre nous, mais il n'y a pas de délai prévu. Normalement, c'est assez court pour ce qui est des demandes préliminaires. Donc, ça, c'est vraiment un feedback rapide. Pour ce qui est des demandes finales, il y a quand même deux évaluations, là. L'évaluation du comité de pilotage et une évaluation à l'interne. Le comité de pilotage se réunit périodiquement, même chose que le comité de direction suivant ça, même chose que le comité exécutif. Donc là, il y a un certain délai, là, on peut parler de 3 à 4 mois. Il y a une question de Stéphane Larrivé qui est assez précise. Je vais quand même la poser, là, puis on pourra éventuellement peut-être vous contacter directement. La ville est en pointu, moi, un peu. Peut-être que je contacterai M. Larrivé directement. Donc, on pourra vous contacter, M. Larrivé. Et je pense que ça ferait pas mal le tour des questions qu'on a eues jusqu'à maintenant. Il y a donc le formulaire par courriel, ça a été répondu. Donc ça va être fait. Vous avez l'adresse courriel où vous pouvez nous écrire. Le numéro de téléphone, moi, je vous inviterai à contacter le numéro général, le 514-350-2550, et de demander à parler à Rémi ou à moi ou à qui vous voulez dans l'équipe, là, et vous serez redirigé sans problème. Le numéro, avec l'adresse de courriel aussi, là, on répond très rapidement. Donc, puis ceux qui connaissent notre numéro personnel ou cellulaire, n'hésitez pas, appelez-nous. Alors, je ne sais pas si dans l'équipe, il y avait des choses que vous auriez voulu rajouter. Est-ce que du côté de Rémi, est-ce que ça fait le tour pour toi?
Ça fait le tour. J'aimerais remercier tout le monde. On est content de voir qu'il y a un certain engouement, un enthousiasme partagé. Donc, on a hâte de travailler avec tout le monde. Christine, de ton côté, c'est bon? Même chose que Rémi, je suis très heureuse de la participation, puis on a hâte de voir vos projets. Oui. Jim? Tout va bien, merci beaucoup. Je n'ai pas rien à ajouter. Écoutez, moi, je vous remercie tous d'avoir répondu à notre appel en si grand nombre. Ça nous a fait extrêmement plaisir de vous présenter la phase 2 du programme sur la TVB. On est disponible, je vous répète que vous n'hésitez pas, on est disponible pour recevoir vos demandes, mais vous accompagner tout au long du cheminement de votre projet. On a également une équipe qui est disponible pour vous appuyer dans l'élaboration de votre projet au besoin pour les municipalités qui le souhaitent. Donc, on est là. Puis soyez pas gênés. Donc, merci d'avoir été là. Puis on espère que vous allez nous souhaiter des projets en très grand nombre. Et je vais souhaiter d'excellentes vacances pour ceux dont la période de vacances s'amorce. Et au plaisir de travailler puis de collaborer avec vous au cours des prochains mois. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Au revoir tout le monde.